Alors je suis maître de conférence à l'Université de Paris 4 Sorbonne, spécialisé dans l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme. Cet intérêt de l'architecture m'est venu en découvrant Paris, en venant faire mes études. J'ai petit à petit découvert en parcourant cette ville que ça serait mon métier. Et puis de fil en aiguille, les choses se sont faites un peu naturellement. Disons que c'est un grand débat, ça, la question de la culture de l'architecte. Parce que certains architectes considèrent que la culture empêche l'imagination de surgir. Bon, je pense plutôt le contraire, hein, et qu'il est nécessaire quand même de se fonder sur un socle culturel important. La plupart des grands architectes, on le sait, avaient une grosse culture architecturale. Donc, d'une manière générale, je crois que plus un architecte maîtrise, non pas seulement ses classiques, hein, mais connaît de façon intime et très profonde l'histoire des villes, l'histoire de l'architecture, plus il est à même, hein, de fabriquer des projets qui s'ancrent dans ce passé. Bon, si on s'en remet à Vitruve et à tous ceux qui l'ont suivi, c'est une architecture qui est solide, qui est commode et qui est belle. Alors, est-ce qu'au-delà de ça, il y a d'autres critères? Est-ce que c'est une architecture qui est économique? Bon, ça c'est une autre question. Ensuite, chacun, enfin, effectivement, il y a des goûts architecturaux. On peut aimer une certaine régularité, une certaine stabilité dans les architectures. Bon, j'ai beaucoup de mal à répondre à ce type de questions parce que finalement, on sait si on aime un bâtiment ou non, mais dire pourquoi précisément c'est un beau bâtiment ou c'est un bon bâtiment, ça c'est un travail assez compliqué. Bon, moi j'ai une prédilection, c'est vrai, pour une certaine forme de stabilité et de rigueur de l'architecture qu'on trouve bien sûr chez Perret. Mais il y a des architectes d'aujourd'hui, ceux qui me fascinent le plus actuellement, c'est Herzog et de Meuron par exemple. Le Scholager à Bâle, c'est un bâtiment qui est absolument sidérant et qui finalement est très difficile à analyser parce qu'il joue avec les concepts et avec tous les fondements de l'architecture sans qu'on ait véritablement de repères. Donc c'est un bâtiment qui a une façade absolument inouïe, complètement découpée avec des matériaux extrêmement étonnants, enfin extrêmement nouveaux. Il y a un travail sur la plastique dans l'architecture d'Herzog et de Meuron qui est, à mon avis, quand même l'une des choses les plus fascinantes qui se passent aujourd'hui. Alors cette colline de Chaillot, c'est une histoire assez étonnante, puisqu'on est quand même derrière un palais de Chaillot qui date des années 30, mais dont on sait qu'il s'appuie sur les fondations d'un bâtiment conçu pour l'exposition universelle de 78. Donc il y a une histoire qui se répète, hein, et qui se superpose époque après époque. Le jardin dans lequel nous sommes, c'est aussi un jardin des années 30, conçu, réaménagé, hein, à partir d'éléments dessinés par Adolphe Alphand, qui était le grand jardinier, enfin le grand ingénieur et responsable des parcs et jardins sous la préfecture d'Haussmann. Donc il y a cette superposition, hein, des jardins Second Empire et années 30, d'une architecture Second Empire, enfin début Troisième République et années 30, qui est assez étonnante. Et puis il y a la monumentalité du palais de Chaillot, hein, qui a fait l'objet de quand même beaucoup de controverses et qui fait partie de ce renouveau classique qui est quand même l'une des marques des années 30.